Mois de mars, mois de la femme. Bonjour et bienvenue à tous sur Télé 50. A-t-on réellement de vraies ressources en faveur des femmes en République démocratique du Congo? Droits des femmes, où en est-on finalement? On a célébré il y a quelques jours la journée du 8 mars dans notre pays. Et pour en parler sur ces plateaux avec nous, une femme, pasteur, Béatrice Moussaou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Alors, je vous connais comme femme pasteur, ça fait plusieurs années. Oui. Vous étiez à Logos, vraiment, je ne me trompe pas, en Bujimaï. Oui. Vous êtes toujours pasteur ou pas? Je suis toujours pasteur. Lorsqu'on est ordonné pasteur, eh ben, on le reste pour la vie. Je suis pasteur, mais je ne suis plus à Logos Réma. Je suis à la tête de mon propre ministère, le ministère de Gloire en Gloire. Et je suis dans une église locale à réveiller les héros avec le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba. Voilà comment j'évolue en ce moment. Alors, si ça ne vous dérange pas, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Logos Réma, qui vous a vu naître et grandir en même temps? Ah oui. Oui. Ah oui, mais vous savez, Logos Réma va demeurer ma base en fait, parce que Diamant Bob Kalonji est mon père spirituel. Et il fallait tout simplement que je passe à un autre niveau. Et avec sa permission, j'ai parlé avec lui selon les visions et les recommandations du Seigneur, afin que je puisse être un peu plus libre pour exercer mon ministère, qui est le ministère de Gloire en Gloire. Très bien. On parle droit des femmes. Même les femmes pasteurs ont aussi des soucis parce que le ministère des femmes n'est pas du tout accepté par beaucoup d'hommes qui pensent que, d'ailleurs il se réfère à la Bible, hein, selon Paul, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Est-ce que ça vous dérange lorsque, en même temps, on réclame que les femmes soient au même niveau que les hommes côté travail? Moi je crois que nous devons être conséquents. Vous savez, nous avons 3 juridictions. La première juridiction, c'est la famille. Au niveau de la famille, nous savons que dans la famille, Dieu a établi l'homme comme étant le chef dans la maison. Et donc, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Mais lorsque nous allons dans l'église et dans la société, mais la femme peut se retrouver au-dessus de l'homme, en train d'exercer sa responsabilité en tant que pasteur, en tant que chef d'entreprise, Et donc, nous devons comprendre que nous sommes dans des juridictions tout à fait différentes. Et ça, ce sont des choses que lorsqu'on ne les comprend pas, on s'imagine que de la même manière où l'homme exerce son droit en tant que chef sur la femme dans le foyer, il faut aussi qu'il le fasse de la même manière dans la société. Non, vous allez trouver une femme qui est DG d'entreprise, mais elle a sous elle des hommes qui doivent obéir, qui doivent respecter, qui doivent faire leur travail, en respectant que c'est cette femme-là qui occupe des postes de responsabilité. Et donc moi je me dis, demander à la femme de se taire, parce que, soi-disant, la Bible nous le dit, c'est tout simplement une mauvaise interprétation de la... Donc il y a une nuance dans ce que Paul a dit. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir que dans ce texte-là, qui est un texte qui parle de la prophétie, qui parle de la manière dont le prophétique était exercé en cette époque-là, eh bien, lorsqu'on rentre dans l'étymologie du mot femme qui est utilisé dans ce texte-là, on est en train de parler de l'épouse. Quand on rentre dans l'étymologie, lorsque dans 1 Corinthiens 14, 39, là, il est dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand on rentre dans l'étymologie, on parle des épouses. Et quand vous lisez même la suite, on dit lorsqu'elle voudra connaître quelque chose, qu'elle interroge son mari à la maison. Et donc c'est tout simplement une mauvaise interprétation de ce passage-là. Alors très bien, revenons un peu à la thématique. Oui. Dans notre pays, comme partout ailleurs, on célèbre depuis plusieurs années maintenant la journée dédiée aux droits de la femme, donc oui, à la promotion des droits de la femme. Oui. Chez nous, est-ce que les femmes comprennent réellement c'est quoi ces droits? Quels sont les droits de ces femmes-là dans les cas de notre pays? Et même quand on dit égalité des chances, le genre, on parle aujourd'hui 50-50, hein, parce que il faut vous rappeler que le président Tshisekedi, lui qui est champion de la masculinité positive, déjà il pense que c'est une femme qui pourra
à lui succéder, et puis peut-être, pourquoi pas, une femme première ministre. Est-ce qu'il faut occuper des postes parce qu'on est femme ou parce qu'on les mérite? Moi, je crois qu'il faut le mériter, Crispin. Je crois qu'il faut le mériter. Je crois qu'il y a des avancées. Il y a des avancées, mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que la femme doit beaucoup travailler sa personnalité. La femme doit beaucoup travailler ce qu'elle doit être. Moi, je me dis, la femme doit mériter, oui, mais se retrouver dans les instances de prise de décision, à des postes de responsabilité, il faut le mériter, mais il y a aussi un travail en amont qui doit se faire par rapport à la femme. Parce que y arriver et s'y maintenir, c'est deux choses tout à fait différentes. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à se maintenir justement dans ces postes de responsabilité? Je me suis dit qu'en amont, il y a un travail qui doit se faire. Et ce travail, moi, je me dis toujours, je l'ai toujours appelé comme étant le code des 3 S. Le code des 3 S. Il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire. La femme doit travailler son savoir-faire. Et dans le savoir-faire, moi, je me dis, il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise de son don. Il faut avoir l'expertise. Donc les femmes ont du mal à se découvrir. Pas se découvrir, non. La femme peut s'être déjà découverte, mais elle doit avoir travaillé son expertise, acquérir le plus de connaissances possible. Moi, je me dis, la connaissance, c'est vrai, nous ne devons pas seulement avoir la connaissance dans notre domaine d'activité, mais il faut avoir une culture générale. Parce qu'on peut vous mettre n'importe où, vous devez arriver à vous défendre, à défendre vos compétences. Et moi, je crois que c'est à cela que la femme doit travailler. Donc, le savoir-faire, c'est très important. Alors, il y a un autre aspect important. C'est vrai que la femme a acquise de manière générale l'homme comme étant à la base du frein qui ne permet pas qu'elle puisse s'épanouir aussi rapidement. Mais de l'autre côté, les hommes pensent que l'ennemi numéro 1 de la femme, c'est la femme. Pour preuve, il y a eu des femmes candidates, présidents, députés nationales, provinciales, conseillères municipales et autres. Mais la femme a eu du mal à voter pour la femme. Bon, je crois que c'est ce qu'on pense. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça se passe de cette manière. Moi, je crois que ça, c'est une astuce, en fait, que les hommes sont en train d'utiliser pour faire croire que, bon, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Non. Moi, je crois que plus nous sommes en train d'évoluer, même dans les grandes démocraties, Crispin, dans d'autres pays qui sont quand même avancés par rapport à la démocratie, on n'a pas encore atteint le 50-50. Et donc, vous comprenez que nous sommes une jeune démocratie. Il y a un travail qui est en train de se faire. Et donc, moi, je me dis déjà avec le président de la République et la masculinité positive, moi, je me dis, il est vraiment en train d'encourager les femmes, en train de booster les femmes. Et moi, je me dis maintenant, c'est à nous les femmes. C'est aux femmes qui sont appelées à exercer leur leadership, à pouvoir maintenant travailler leur personne, comprendre que maintenant, nous n'avons pas droit à l'échec. Nous n'avons pas droit à l'échec. Vous savez que les femmes sont plus nombreuses que les hommes et que si nous faisons un lobbying, comme venez de le dire là, mais nous pouvons avoir une femme Premier ministre dans cette nation. Il y a eu des femmes aujourd'hui qui occupent des postes, hein, une femme ministre, oui. Il y a une femme à la Banque centrale du Congo, oui, il y a des femmes. Comment est-ce que vous avez... Quel regard sur ces femmes-là? Est-ce que vous pensez qu'elles font bien leur boulot? Est-ce que ces femmes sont complexées? Est-ce que on a finalement senti qu'il y a certaines limites quand c'est une femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je crois que toutes les femmes que nous avons actuellement, que ce soit à la Banque centrale, j'ai vu dernièrement, j'étais au sommet de la femme congolaise, au Palais du Peuple, et j'ai pu écouter une dame qui est venue de l'OCC, Madame Christelle, mais elle est compétente. Moi, je me dis, toutes les femmes, en tout cas qui sont élevées pour le moment à des postes de responsabilité dans les entreprises, et elles sont compétentes, elles se défendent. Et moi, je me dis, nous devons leur faire confiance. Et si nous en avons plusieurs comme ça, moi, je me dis, vous savez, la manière de gérer des femmes est tout à fait différente. J'étais en train de suivre un peu les informations il y a quelque temps sur les États-Unis, et on avait fait un constat que la majorité des femmes
qui avait été promu dans les entreprises, dans les instances de prise de décision, eh ben, on a vu constater que le rendement avait doublé ou soit triplé. Pourquoi? Parce que c'était des femmes qui étaient en train de gérer. Et moi, je me dis, la manière de gérer des femmes est différente. Et si nous faisons confiance aux femmes dans notre nation, parce que les femmes compétentes, il y en a, les femmes capables, il y en a, les femmes qui ont déjà travaillé leur leadership, il y en a, les femmes qui ont le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire, nous en avons. Je crois que notre société va vraiment changer. Et moi, je suis même pour. J'ai cru voir dernièrement qu'il y a une femme qui est en train... qui cherche à se battre pour devenir gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est bien dit, en tout cas, de votre part. Parlons discrimination, tout de même. Oui. Discrimination basée sur les genres. Est-ce que, aujourd'hui, ce qu'on a dénoncé il y a quelques 20, 30 ans avant, est-ce que ça existe encore où une femme compétente va pour compétir à un certain poste et les refuser parce qu'elle est femme? Est-ce qu'il y a des cas comme ça palpables, documentés par exemple, où ça reste des choses qu'on raconte comme ça pour alimenter tout simplement l'opinion, alors que la femme devait, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure au début, que la femme devait d'abord se former, être compétitive, et puis voir si elle mérite ou pas. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça, compétentes, qui ont eu à entrer dans une course pour un poste et qui sont vues bloquées parce qu'elles sont femmes uniquement? Non, mais moi je me dis les discriminations, Crispin, nous continuons à les avoir, nous continuons à les vivre. Il y en a. Il y en a, ça se passe dans les entreprises, ça se passe... et moi, je me dis, ça peut être des femmes mariées, ça peut être des jeunes filles. Et moi, je me dis, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Au sommet de la femme congolaise, au Palais du Peuple, nous avons suivi des jeunes filles qui disent, mais vous arrivez, vous postulez, vous êtes avec des hommes, avec des jeunes comme vous, des garçons, mais parce que vous êtes belle, parce que on ne regarde pas vos connaissances, vos compétences ou votre méritocratie, mais on cherche à vous dérouter par les responsables d'entreprise, en cherchant le sexe ou autre chose. Donc moi je me dis ce sont des choses qu'il faut continuer à dénoncer parce que ça continue à exister jusqu'aujourd'hui. Alors le vent ici est venu de l'Occident, parce que c'est l'ONU qui a décidé qu'il y ait une journée pour, n'est-ce pas, célébrer la femme et parler de ses droits. Mais cette émancipation aujourd'hui, ça mène avec un lot de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension parfois erronée. Quand la femme, on dit une femme doit être émancipée, on voit aujourd'hui beaucoup de couples se briser, on voit des femmes vous êtes femme pasteur, vous comprenez mieux ça que quiconque, des femmes qui ne veulent pas être soumises à leurs hommes parce qu'on est émancipé, on a besoin d'une certaine liberté de manière générale. Est-ce qu'on n'a pas mal encadré les choses? Parce que maintenant, ça prend parfois d'autres tournure et là, personne ne veut placer les mots. Non, je crois que c'est vraiment une mauvaise compréhension, des choses. Est-ce que l'émancipation doit amener la femme à devenir insoumise? C'est comme, je l'ai dit au départ, la famille, c'est tout un gouvernement. Dans le gouvernement de l'église, de la famille, le mari est le chef de sa femme. Et donc, la femme est appelée à se soumettre à son mari, à lui obéir, à vivre en harmonie, à maintenir la paix, l'harmonie dans sa maison. Ça ne veut pas dire que cette femme, lorsqu'elle sort et qu'elle part pour aller travailler dans une entreprise, elle doit devenir insolente, elle doit mal parler aux hommes à cause de l'émancipation. Je crois qu'il y a des choses qui doivent vraiment être bien canalisées. C'est là où je parlais du savoir-vivre, les bonnes manières, la bonne éducation. Ça peut, si vous avez une mauvaise éducation,
Vous avez de mauvaises manières, ça peut vous faire rater, malgré vos diplômes, ça peut vous faire rater des postes de responsabilité, ça peut vous faire rater de vous retrouver en train de diriger, en train de gérer, tout simplement parce que vous êtes mal éduqué, vous êtes mal élevé, vous ne savez pas comment vous tenir, vous ne savez pas comment parler, parce que ce soit un homme, que ce soit une femme, il faut savoir comment parler, il faut savoir comment se tenir. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent pas comment s'habiller, par exemple. Elles travaillent dans une entreprise, mais tu es responsable d'entreprise, tu es chef d'entreprise, tu es DG dans une entreprise, mais il faut apprendre à s'habiller. Tu ne vas pas aller en décolleté au bureau, tu ne vas pas porter des mini-jupes, porter des fentes ou la décence. Tu ne vas pas au bureau pour aller séduire. Et donc c'est là où je dis, il y a un travail à se retrouver en train de diriger, c'est bon, mais il faut arriver à s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, il y a tout un travail qui doit se faire au niveau de la personne. Cette journée au Congo-Kinshasa a comme symbole le port des pagnes. Et les femmes portent des pagnes. Il y en a qui vont dans les églises pour la prière ou peut-être dans une conférence quelque part. Mais après, c'est dans des débits de boissons, on chante, on danse. C'est quoi ce style de célébrer la femme chez nous? C'est n'avoir rien compris, en fait. Moi, je crois que c'est n'avoir rien compris. Moi, je crois que pendant ce temps, on devrait organiser beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences, justement pour parler de ce genre de choses. Faire asseoir la femme pour lui dire, écoutez, les droits des femmes, vous êtes en train de vous battre pour quel droit? Il faut encore que vous puissiez connaître quel est le droit pour lequel vous êtes en train de vous battre. Quel est ce droit-là? Parce que nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la formation, nous avons droit à l'information, nous avons droit de nous faire soigner, d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, et donc tout ça. Et donc c'est un moment qu'il faut vraiment mettre à profit, organiser des conférences, organiser des séminaires. Et moi je me dis, les médias ne nous aident pas beaucoup aussi. Les médias ne nous aident pas. Ça devait être aussi un temps où les médias devaient inviter les femmes toutes catégories, pas seulement les femmes intellectuelles, les femmes ménagères, les femmes maraîchères, les femmes à tous les niveaux, et faire des émissions dans toutes les langues nationales pour que les femmes arrivent à comprendre. Il y a droit de femmes, droit de la femme. Vous croyez que la femme qui est au marché, c'est de quoi on parle quand on parle des droits de la femme? Et donc moi je me dis, les médias ne jouent pas leur rôle, et les églises aussi doivent vraiment prendre ça à cœur. Alors, vous parlez conférence, effectivement, là on va faire un pas en arrière par rapport à ce que vous faites maintenant comme pasteur. Vous avez votre propre ministère. Il y a des conférences prévues. Oui. C'est chaque mois, tous les 3 mois, une fois l'an. Est-ce que ça cible les femmes, ou les femmes, les hommes, ou tout le monde en général? Les conférences, en fait... depuis presque 17 ans que j'organise des conférences. J'organise des conférences parce que je travaille beaucoup par rapport au leadership de la femme, je travaille par rapport au leadership de la jeunesse. Et les conférences que nous organisons, ce sont des conférences que nous appelons les conférences des femmes de gloire, les conférences des jeunes de gloire. Nous organisons des conférences de réveil avec les serviteurs de Dieu. Les conférences que nous faisons ne sont pas que spirituelles, mais nous faisons des conférences pour parler de tous les domaines, de la vie. Des conférences par rapport aux finances, des conférences par rapport à l'entrepreneuriat. Notre ministère, qui est le ministère de gloire en gloire, en fait, il y a les conférences, il y a les formations, il y a les œuvres caritatives, et il y a ce que nous appelons l'intercession prophétique. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons doit être soutenu par la prière. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que la semaine prochaine, le vendredi 22 et samedi 23, nous allons avoir une grande conférence qui a pour thème ces femmes qui bouleversent le monde, et un thème vraiment qui cadre avec le thème de l'année, qui est investir en faveur des femmes et accroître la vitesse des femmes. Et nous allons un peu parler de ces femmes qui bouleversent le monde. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui ont eu des parcours assez difficiles, assez chaotiques, où on se disait, bon, c'est peut-être fini déjà pour elles, mais le Seigneur est venu pour les booster,
avec la détermination, avec l'estime de soi qui est revenue en elles. Elles ont bravé beaucoup de défis et elles se sont retrouvées aujourd'hui en train de faire des grandes choses. Et pendant ces 2 jours, nous allons avoir des grands témoignages de 2-3 femmes, une femme entrepreneur, une femme des médias, une servante de Dieu, qui vont nous parler un peu de leur parcours. Et les serviteurs de Dieu seront là, les jeunes filles, les femmes seront là. Pourquoi? Parce que ces témoignages vont vraiment booster beaucoup d'autres femmes, et des femmes qui se disent, bon, quand je regarde la manière peut-être dont j'ai commencé, est-ce que quelque chose peut changer dans ma vie? Et donc nous faisons cette conférence pour faire comprendre à la femme qu'elle peut refleurir, elle peut rebondir, malgré son passé chaotique, malgré son passé désertique, quelque chose de nouveau peut reprendre dans sa vie. Est-ce qu'il y a des conditions pour y participer? Ça aura lieu où? Pas du tout. C'est une conférence, l'entrée est gratuite. Ce sera à Bandal, dans la salle Falbob, au niveau de Bacayao. Donc le vendredi 23, le vendredi 22 et samedi 23, dans la salle Falbob. Et ce sera de 15h30 à 19h30. Nous aurons deux intervenants. Le pasteur Joëla Kabamba qui va intervenir le vendredi, et l'hôte de la manifestation, le pasteur Béatrice Kambea Moussaou, je vais intervenir le 2e jour, le samedi 23. Alors, parce que vous parlez des passés, on a l'impression que souvent, le passé de l'homme, c'est facile à oublier. Quand il s'agit d'une femme, ça colle à la peau pratiquement. À tout moment, il faut rappeler la femme qu'elle était comme ça, elle était divorcée, elle était ceci, elle avait avorté. C'est comme une chance. Ça, c'est une mentalité rétrograde, ou ça fait partie de nos cultures comme bantou? Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans la Bible, écoutez, quand on vous parle de Ruth, on ajoute Moabite. Pourquoi? Pour que ça reste dans la mémoire des gens, qu'elle est née, qu'il y a une malédiction qui est collée à elle, qu'elle est née issue d'une famille incestueuse. Et donc, vous savez, ces stéréotypes ne datent pas d'aujourd'hui, même dans la parole de Dieu. Même dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que ces stéréotypes ont commencé déjà à partir du livre de Genèse. Regardez un peu ce qui s'est passé avec la femme. Regardez ce qui s'est passé avec la femme. Adam et Ève mangent le fruit. Maintenant, Dieu vient dans le jardin. Il appelle Adam. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu n'a pas appelé Ève, où es-tu? Pourquoi Dieu a appelé Adam? Parce que c'est à Adam qu'il avait donné le secret. Alors, quand Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, mais je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Tu as mangé le fruit. Oui, mais écoute ce que Adam dit à Dieu. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Mais il n'a pas menti. Mais écoutez, Adam commence par accuser la femme. Mais c'est la femme. Moi, je t'avais demandé une femme. Tu m'as donné la femme. C'est la femme qui m'a donné le fruit. Mais écoutez, lorsque Dieu va vers Ève, les accusations contre la femme n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà dans le jardin d'Éden, Adam a accusé sa propre femme. Mais ce que j'aime, lorsque Dieu va vers Ève, mais Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ève n'a pas accusé son mari. Ève est allée dans la dimension de l'esprit. Ève dit à Dieu, c'est le serpent qui a utilisé la ruse pour me mentir. Et donc déjà à partir du jardin d'Éden, la femme a compris que le combat n'était pas charnel, le combat était spirituel. Pendant que l'homme, lui, était dans la chair, en train d'accuser la chair de sa chair, la femme a compris qu'il faut aller à un niveau supérieur. Et elle dit non, c'est le serpent, le diable m'a menti, il a utilisé la ruse. Et donc vous comprenez que les stéréotypes vis-à-vis de la femme ont commencé déjà à partir de la Bible. Et c'est ça que nous voulons que la femme comprenne. Donc c'est possible, là peut-être c'est l'idée de votre conférence, ou de ces 2 jours de conférence. Oui. C'est possible d'avoir, en fait pour la femme, hein, oui, un passé douloureux et compliqué, mais renaître. Renaître, c'est possible. C'est possible. Et c'est ça que nous voulons faire comprendre à la femme. Je donnerai mon propre témoignage. Je suis veuve, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et demi, mais il y avait un décret de mort sur moi. Il y avait un décret de mort sur moi. Tu m'as connu, j'ai perdu plus de 25 kilos. Mais ce que les gens voient de moi aujourd'hui, j'ai rebondi. J'ai rebondi. Et je crois que les personnes qui viendront à cette conférence vont comprendre que ce que les hommes disent fini n'est pas fini. Le dernier mot dans la vie d'une personne, c'est Dieu.
Vous êtes peut-être un témoignage pour ces femmes qui vont venir, les femmes, les jeunes, toutes catégories. Tout le monde est les bienvenus pour écouter en tout cas les orateurs qui seront là, dont vous-même, pasteur Béatrice Moussaou, qui va prendre parole pour expliquer un peu. Alors, on va terminer par cette question. Aujourd'hui, on a l'impression que dans le foyer, on prépare, parce que si on parle de droit des femmes, peut-être on voit ça au niveau des institutions, de l'État qui doit agir, mais au niveau de nos familles, on a l'impression que souvent on donne une éducation à part aux hommes et de l'autre côté aux femmes. Et la manière de parler aux deux catégories est tout à fait différente. Est-ce qu'il faut casser les barrières? Je crois qu'il faut casser. Je crois qu'il faut casser les barrières, Crispin. C'est ça, je crois, qui nous a créé beaucoup de problèmes dans nos familles et qui nous crée beaucoup de problèmes actuellement dans nos familles. Je crois que nous devons éduquer nos enfants de la même manière, filles et garçons. Nous devons les éduquer de la même manière. J'ai écouté dernièrement une jeune fille qui donnait son témoignage. Elle dit, elle et son frère dans la même maison, ils vont à l'école. Quand ils reviennent de l'école, quand elle dépose son sac, sa mère lui demande d'aller faire la vaisselle. Pendant que son frère, lui, il va se reposer. Lui, il part, il va faire ses devoirs. Quand il termine, il part jouer au football. Elle doit faire la vaisselle. Elle doit servir les autres. Elle doit débarrasser. Et il est 20h, 21h. Elle n'a pas encore ouvert un cahier. Elle n'a pas encore ouvert un cahier. Je crois que nous devons, nous en tant que parents, et les futurs parents qui sont en train de venir, nous ne devons pas faire ces discriminations au niveau de nos familles, dans nos maisons, dans nos familles. Nous devons éduquer nos filles et nos garçons de la même manière. Les travaux ménagers, moi je crois qu'ils doivent aussi être partagés dans la maison entre les filles et les garçons. Pas privilégier les garçons en disant non, que les garçons aillent étudier. Oui, mais toi tu vas te marier, non? Toi tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, mais lui il doit travailler, il va gagner de l'argent. Je crois que c'est vraiment une mauvaise éducation que nous avons donnée. Et aujourd'hui, parce que les fils, beaucoup de garçons n'ont pas été éduqués par rapport à la famille, eh bien, il y a beaucoup de conséquences dans les foyers. Il y a beaucoup de conséquences. Vous allez voir qu'actuellement, les filles sont éduquées. Elle sait faire la vaisselle, elle sait travailler dans la maison, elle sait. Mais le garçon, en dehors d'étudier, d'ouvrir les cahiers, qu'est-ce qu'il connaît d'autre? C'est comme ça qu'aujourd'hui, les hommes n'arrivent pas à aimer. Les jeunes couples aujourd'hui, vous allez être, il ne sait pas aimer sa femme. Il ne sait pas s'occuper de sa femme. Vous allez lui poser la question, mais ayebite kanalinga kaye? Mais est-ce que tu le lui as déjà dit combien de fois? L'homme est toujours dehors. Avec des petits gestes, un bouquet de fleurs, un petit cadeau. Non, mais ça ne suffit pas. C'est la présence dans la maison qui est importante. C'est la présence dans la maison. S'asseoir avec ta femme, tes enfants. Les jeunes couples aujourd'hui, moi je connais un groupe de jeunes, quand ils quittent leur bureau, ils partent s'asseoir à Bandal pour manger les trucs, les cabris et tout ça, boire. Quand ils rentrent chez eux, c'est 23h minuit, les enfants sont déjà endormis et le lendemain matin, les enfants partent à l'école. Il n'y a plus de vie de famille. Il n'y a plus de vie de famille parce qu'on ne veut pas éduquer. On ne veut pas éduquer les jeunes garçons aujourd'hui. Très important, en tout cas, on va cette fois chuter complètement. Un message, c'est votre dernier mot, à toutes ces femmes qui ont perdu espoir, les jeunes filles, les femmes de manière générale, qui, par rapport à un incident, majeur ou pas, ont finalement perdu espoir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, et c'est votre conclusion, pasteur Béatrice? Je voudrais tout simplement leur dire, c'est possible de renaître, c'est possible de rebondir, c'est possible de germer, c'est possible de refleurir, mais c'est quelque chose qui doit venir du plus profond d'elle-même, qui doit venir du plus profond d'elle-même. Elle doit prendre c'est une décision à prendre au-dedans de soi-même pour dire non, je ne peux pas rester là. Et j'aime ce que la Bible nous dit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Dieu ne peut pas permettre que tu vives malgré tout ce combat, malgré tout ce désespoir. Si tu sens qu'il y a encore la vie en toi, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est au-devant de toi.
Et j'aimerais dire à ces femmes, le meilleur est au-devant. Alors il faut se relever, prendre la décision de se relever pour affronter ce qui est au-devant de nous. Et lorsque tu prends la décision de te relever pour affronter, tu as déjà la victoire. Merci beaucoup, c'est très bien dit. Pasteur Béatrice Moussaou, Mbiangandou, Moussaou Kambeya, voilà, c'est ça, très bien. Mbiangandou restera toujours. Oui, hein? toujours, d'ailleurs, les deux nous ont précédés en tout cas. Oui. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé. Vous reviendrez certainement, peut-être encore pour d'autres sujets. Bien. Mais beaucoup de courage à toutes ces femmes qui désespèrent, qui pensent que tout est fini. Non, il y a cette parole d'espoir, il y a toujours des vies, hein, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont encore là. Et l'avenir est meilleur. Hein, est meilleur. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés sur Télé 50.